Bienvenue dans le débat. Il est consacré à l'arrestation de Pavel Dourov. La garde à vue du patron de Telegram a été prolongée en France jusqu'à demain. Le fondateur de la plateforme est poursuivi pour 12 chefs d'inculpation, blanchiment de crimes ou délits en bande organisée dans le cadre d'une enquête diligentée par les services du parquet de Paris, spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité. Les réactions à son arrestation se sont multipliées. Elon Musk qui a posté un hashtag #FreePavel sur X. Les chaînes russes pro-guerre demandent sa libération, mais aussi Léonid Volkov, l'ancien conseiller d'Alexeï Navalny, mort dans les prisons russes. Les rumeurs sur les réseaux russes affluent. Elles accusent Paris de se soumettre à Washington. Le Kremlin évoque des accusations qui doivent s'appuyer sur des preuves solides ou elles seront assimilables à une atteinte à la liberté d'expression. En tout cas, c'est ce que dit le Kremlin. Emmanuel Macron, de son côté, a précisé sur Twitter que cette arrestation n'était pas une décision politique. Alors d'abord, qui est Pavel Dourov? On va bien sûr y revenir. Est-ce que c'est un héros de la liberté d'expression ou au contraire un criminel? Comment le fondateur de la plateforme Telegram, qui revendique 900 millions d'abonnés, s'est-il retrouvé en détention en France? Que risque-t-il? Quel est l'impact politique et géopolitique de son arrestation? Quel impact notamment sur la guerre en Ukraine, alors que Telegram est omniprésent dans la région? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Guillaume Gralet. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Stéphanie. Journaliste au Point, également chroniqueur high-tech sur France 24. Bienvenue, merci d'être là. Fabrice Elpelboin est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à cette émission. Entrepreneur et spécialiste des réseaux sociaux. Et nous avons avec nous par Skype Olivier Weber. Bonsoir Olivier, écrivain et grand reporter, auteur de Dictionnaire amoureux de l'aventure. Vous êtes un peu notre grand témoin, Olivier, sur ce plateau, puisque vous connaissez très bien et l'Ukraine et la Russie. Et vous allez nous raconter à quel point Telegram, d'ailleurs, est vraiment important dans cette zone. Avant de discuter justement de cette arrestation, je vous propose d'abord un retour sur les faits avec Alexandra Quarini. Entendu pour 12 infractions présumées, Pavel Durov poursuit sa garde à vue. Le patron du géant Telegram, aux plus de 900 millions d'utilisateurs, doit répondre à des accusations pour des faits relevant de la criminalité organisée. Fraude, trafic de drogue, cyberintimidation, apologie du terrorisme, autant d'éléments qui ne sont pas reprochés personnellement au milliardaire franco-russe, mais pour lesquels les autorités lui reprochent de ne pas avoir mis en place les mesures nécessaires pour les éradiquer de sa plateforme. Cette non-censure du contenu, tout comme le refus de transmettre les données personnelles des utilisateurs, deux particularités qui ont fait la force de la messagerie, qui sont aujourd'hui au cœur de l'affaire. Certains, comme Edward Snowden, dénoncent une atteinte à la liberté et d'autres, comme Elon Musk, répandent le hashtag FreePavel. Pour le président français, cette affaire n'a pas de motivation politique. Dans un état de droit, sur les réseaux sociaux comme dans la vie réelle, les libertés sont exercées dans un cadre établi par la loi pour protéger les citoyens et respecter leurs droits fondamentaux. L'arrestation du président de Telegram sur le territoire français a eu lieu dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours. Ce n'est en rien une décision politique, il revient au juge de statuer. Très médiatisé en Russie, l'histoire fait réagir ces moscovites, venus déposer des messages de soutien devant l'ambassade de France à Moscou. Je pense que ce sont des signes avant-coureurs que même dans l'Europe de la liberté, il y a une interdiction stricte de tout. De leur côté, les autorités russes préfèrent jouer la prudence en affirmant manquer d'éléments sur l'affaire. Nous ne savons pas encore de quoi Dourov est accusé. Nous n'avons entendu aucune déclaration officielle à ce sujet. Avant de dire quoi que ce soit, nous devrions attendre que la situation soit clarifiée et que l'on sache quelles sont les allégations exactes formulées à l'encontre de M. Dourov. La garde à vue de Pavel Durov peut durer jusqu'à 96 heures et pourrait donc se prolonger jusqu'à mercredi prochain. Alors tout d'abord, Guillaume, qui est-il, Pavel Dourov? Il a 39 ans, c'est quoi, un génie des technologies? Il a 4 nationalités russes, françaises, également une nationalité de l'île des Caraïbes de Saint-Christophe et Niévès, et puis également la nationalité émirati. On peut dire que c'est une personnalité originale. Oui, c'est une personnalité originale et la personnalité de son frère, en fait, dont on parle relativement peu, Nicolas, est encore plus intéressante, qui est diplômé de l'école 239, une école de mathématiques très célèbre, très connue de Saint-Pétersbourg. Donc ce sont surtout son frère et lui, donc des petits génies de l'informatique. Et puis ce sont surtout les rapports, alors on va beaucoup en parler, de tous les effets dans la géopolitique à venir de cette arrestation, les suites. Mais ce sont les rapports avec Moscou, en fait, qui interrogent. Il faut savoir qu'avant de
venir, de toucher le sol français. Il était en Azerbaïdjan et d'après les médias locaux, il avait demandé à rencontrer Vladimir Poutine, ce qui surprend un peu parce que il se présente lui-même comme résistant aux différents pouvoirs russes. C'était le cas lorsqu'il a co-créé un vContact qu'on peut comparer à un Facebook russe. Voilà, qui était un premier réseau social qu'il avait créé à l'époque. Voilà, c'est ça. Et à l'époque, c'est pour ça que c'est intéressant d'entendre parler de Alexandre Navalny tout à l'heure, il n'avait pas voulu livrer des données personnelles, y compris de certains dissidents. Il s'était opposé, on l'avait en fait éjecté de vContact. Donc qu'est-ce que ça veut dire au final? Parce que comment est-ce qu'il se place, Fabrice Epelboin, justement? Il faut ajouter à ça qu'il était, Pavel. on sait dire, attendu à dîner par Emmanuel Macron quand il est atterri à Paris. Ah. Donc c'est effectivement mystérieux. Il manque des pièces du puzzle pour vraiment comprendre tout ça. Il y a une dimension géopolitique absolument passionnante parce que les Russes, aujourd'hui, sont plutôt en confrontation avec la France, mais les Émirats arabes unis sont un peu des deux côtés. Ils sont à la fois alliés à la Russie, alliés à la France. Et on a des relations qui sont à la fois très fructueuses. On leur a vendu beaucoup d'armements, mais parfois un peu tendues. Donc on est au cœur de l'intersection entre les réseaux sociaux, les technologies sociales et la géopolitique. Là-dessus, on va certainement avoir une histoire qui va se dérouler dans les semaines à venir et qui va s'enrichir au fur et à mesure des révélations. Olivier Weber, pour revenir sur cette personnalité, vous qui connaissez très bien la Russie et l'Ukraine, c'est vrai que Pavel Durov a quitté la Russie, Guillaume le mentionnait, parce qu'il était en conflit avec les autorités russes. Donc on le disait plutôt anti-Poutine. Aujourd'hui, on voit que le pouvoir russe le défend. Vous qui êtes un homme du terrain, comment avez-vous entendu parler de Telegram justement sur le terrain en Russie et en Ukraine ? Oui, d'une part, son réseau Telegram a servi et sert toujours des deux côtés, et bien sûr du côté ukrainien, entre militaires, entre les militaires et les hiérarchies, et du côté russe également. Et il y avait eu plusieurs militaires de différentes catégories du côté russe qui ont été pris sur le fait en échangeant sur d'autres réseaux au début de l'offensive de la guerre, donc contre l'Ukraine en février 2022, qui n'étaient pas donc cryptés comme Telegram. Mais évidemment, ils se sont tous rabattus sur Telegram. Alors oui, c'est quelqu'un qui rend des services des deux côtés. En même temps, c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, il a dû fuir la Russie pour s'installer à Dubaï en particulier, mais pas que. Et là, ce qui est un petit peu, comment dirais-je, l'effet boomerang, c'est que Poutine évidemment le récupère en disant qu'il y a une sorte d'instrumentalisation, que la France, comme les pays occidentaux, ne défendent surtout pas la liberté d'expression, etc., etc. Alors que on pourrait qualifier Pavel Durov d'une sorte de star, évidemment, des réseaux cryptés, mais qui est emballé par sa propre dynamique, qui lui échappe quelque part, un peu comme Mark Zuckerberg avec Meta et Facebook. Donc voilà, il est en même temps pénalement responsable. Je pense qu'on parlera tout à l'heure des effets géopolitiques, mais vous savez, là, il s'agit du droit français d'une part, avec une juridiction qui est la juridiction donc, chargée de la lutte contre la criminalité organisée. Et puis, deuxièmement, la France est l'un des pays pratiquement initiateurs des conventions internationales de l'ONU, y compris la convention de Palerme, qui date de l'an 2000, une convention donc contre la criminalité organisée, auquel ont adhéré, donc signé à peu près 147 États, c'est-à-dire les 3/4 des États membres de l'ONU. Donc évidemment, il y a presque une obligation du droit français à se saisir d'une personne lorsqu'elle est accusée de complicité pour crimes graves, pour le blanchiment, pour la pédocriminalité et bien sûr pour le trafic de drogue. Guillaume Gralet, pour justement rebondir sur ce que vient de dire Olivier Weber, en fait, ce mandat d'arrêt, il était d'abord émis par l'Office des mineurs, chargé de la lutte contre les violences faites aux mineurs. On parle d'escroquerie, de trafic de stupéfiants, de cyberharcèlement, de diffusion même de contenu pédopornographique. Donc c'est très sérieux. Oui, c'est très sérieux et on pourrait se demander si à l'avenir, il n'y aurait pas d'autres responsables de messagerie qui ne mériteraient pas d'être inquiétés tout simplement parce que c'est extrêmement sérieux et c'est un peu inhérent à son métier, j'ai envie de dire, puisqu'on retrouve ce débat entre la liberté d'expression, qui lui est très chère, qu'il porte souvent en étendard, et puis la nécessité de protéger, de ne pas justement tout divulguer. C'est ça qui est assez intéressant. Et là-dessus, même s'il est condamné, le problème restera entier. Vous êtes d'accord avec ça? D'ailleurs, pas Mark Zuckerberg, mais au contraire, Elon Musk a réagi, bien sûr, il a tweeté en le défendant et d'ailleurs lui dit que il y a un deux poids, il dénonce un deux poids deux mesures en disant pourquoi finalement Durov et pas Zuckerberg, parce que grosso modo Zuckerberg est à la solde des autorités américaines. Voilà, ou Elon Musk, avec exactement les mêmes charges, vous pouvez arrêter dès demain Elon Musk, Mark Zuckerberg ou plus proche de nous Xavier Niel, ou le président d'Orange qui lui aussi se rend
complice de la même façon de tout un tas de trafics, du simple fait qu'on utilise son réseau de communication pour les effectuer. Est-ce qu'ils ne coopèrent pas plus tout de même avec les autorités C'est Orange, très j'imagine? compliqué. Jusqu'ici, la justice française nous chante le fait que les réseaux sociaux ne coopèrent pas, et ils n'arrivent pas à coopérer, ils ne répondent pas. Ceci dit, la justice anglaise, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, a démontré de façon assez brillante qu'ils pouvaient mettre sous les verrous un bon millier de personnes pour des publications sur les réseaux sociaux en l'espace de 24 heures. Donc visiblement, il ne s'agit pas d'une défaillance des réseaux sociaux. Il y a plutôt une défaillance de la justice dans ce cas de figure. Pour ce qui est de Telegram, il faut quand même regarder les choses en face. On a près d'1 milliard d'utilisateurs et une plateforme qui n'a, pour ainsi dire, pas de modèle économique et donc pas de profit. Donc réguler, modérer 1 milliard d'utilisateurs sans le moindre revenu, Facebook n'y arrive pas et ils ont des revenus colossaux. Mais est-ce qu'il essaye? Est-ce que ça ne fait pas partie de son discours Il y a justement, à régulièrement- Dourov, de dire non, je ne veux pas être modérateur, c'est Alors, la liberté d'expression c'est absolue, un etc. libertaire au même titre que Mark Zuckerberg, au même titre qu'Elon Musk, et il est pour les libertés individuelles, particulièrement la liberté d'expression, qui est quelque chose de très exogène à la logique française. La liberté d'expression, c'est quelque chose de flou en France, et pas tout à fait garanti. Alors que là, on a un individu qui vient de Russie, dans lequel elle est plus que pas garantie du tout, qui a localisé son entreprise aux Émirats Arabes Unis, autant dire que c'est inexistant comme concept, et qui la répond à travers le monde à travers une messagerie. C'est plus exotique, on va dire, que Elon Musk, qui a le mérite d'être un citoyen américain qui répand la logique américaine de la démocratie. Même si, effectivement, ça vient gravement perturber des démocraties telles que la nôtre, dans lesquelles, effectivement, la liberté d'expression n'est pas si évidente que ça. Donc ça veut dire quoi tout de même? Il faut trouver une sorte de... Qu'est-ce qu'on lui reproche véritablement? Oui, effectivement, c'est important effectivement qu'il y ait des moyens qui soient dépensés pour cette fameuse modération. Et on peut quand même reconnaître que Telegram a un tout petit peu changé au cours des derniers mois avec la mise en avant d'une crypto-monnaie, d'une plateforme décentralisée qui s'appelle Ton et qui doit participer avec une version premium, c'est-à-dire qui doit priver les utilisateurs qui le désirent de publicité, qui doit donner de nouvelles sources de revenus à Telegram. Mais en même temps, là aussi, lorsqu'on regarde les investisseurs, il y a des gens très bien, très respectueux, mais on voit aussi certains hommes d'affaires russes qui ont participé au financement de Ton en tant qu'investisseurs depuis le départ. Et là, ça repose encore beaucoup de questions sur l'indépendance de Telegram. Mais là, on parle même d'affaires pédocriminelles, hein, donc on parle d'une sorte de Bien sûr. trou noir au sein de... justement du réseau social où on peut retrouver toutes sortes de trafics. Vous trouvez de la prostitution infantile sur des réseaux tels que Facebook ou Snapchat en France. En France. Donc ce n'est pas pire. Alors, c'est très difficile à quantifier. Il n'y a Ouais. pas d'outil pour quantifier, en fait. Donc, en termes quantitatifs, on n'en a pas la moindre idée et personne ne peut le quantifier par manque d'outils. En termes qualitatifs, non, acheter de la drogue, ça se fait effectivement relativement simplement sur Telegram, mais ça se fait sur Snapchat sans problème. Trouver de la prostitution infantile, ça doit se trouver sur Telegram et ça se trouve sur Snapchat. Il n'y a pas de spécificité, si ce n'est effectivement des accords qui ne sont certainement pas officiels, qu'on trouve et qu'on suppute à travers ces octrois de passeports qu'on a donnés aussi bien au patron de Snapchat qu'au patron de Telegram. Mais là, il s'est passé quelque chose dans la relation entre Macron, qui très clairement est celui qui a octroyé un passeport à Durov, et Durov. Donc pour vous, c'est totalement une affaire politique hein, quand on c'est vous 100% écoute, politique. Fabrice Epelbois. C'est 100% politique. La relation était flamboyante il y a encore quelques années, quand il a eu droit à un passeport français. Emmanuel Macron ainsi que toute la Macronie ont utilisé Telegram de façon prégnante pour leurs échanges personnels sans chiffrement. C'est important de le préciser. La plateforme n'est absolument pas si sécurisée qu'on le dit. C'est un pur mythe marketing auquel ont cru tous les futurs de la Startup Nation. Et tous ces échanges faits au sein de la Macronie depuis la première campagne présidentielle d'Emmanuel Macron sont stockés sur des serveurs aux Émirats Arabes Unis. Et on a là les Émirats Arabes Unis qui commencent à faire des communiqués de presse pour mettre la pression sur Emmanuel Macron. Guillaume Gralet, c'est une affaire purement politique pour vous En aussi, tout cas, parce ça le devient de plus en plus. Et effectivement, Fabrice a raison. C'est-à-dire que c'est à la fois une messagerie donc, où il y a le pire, et puis il y a effectivement, c'est extrêmement utilisé par les cercles de pouvoir. On a cité Emmanuel Macron qui s'en sert énormément, alors qu'on a des solutions françaises qui peuvent être encore améliorables, mais qui sont intéressantes. Olvid, Chat, par exemple. Et puis aussi Volodymyr Zelensky. C'est-à-dire que c'est utilisé un peu comme un talkie-walkie des champs de bataille dans le monde entier. Ainsi que Wagner. Voilà. ainsi que Wagner, on se souvient de façon. Alors, il y a peut-être aussi, peut-être très rapidement, quelque chose qui explique, en tout cas cet attrait, c'est la facilité d'avoir des boucles qui peuvent rassembler très facilement jusqu'à 200 000 personnes. C'est-à-dire que vous pouvez créer des communautés, vous pouvez s'adresser
à elle très facilement. C'est pour le meilleur là aussi, mais là aussi, ça peut être pour le pire à travers la désinformation, par exemple. D'où d'ailleurs l'utilisation sur le terrain du conflit ukrainien. Je vous ferai réagir, Olivier Weber. Mais avant ça, justement, on va regarder ce résumé de mode d'emploi, justement, de cette plateforme Telegram avec Jade Lévin. C'est l'une des seules grandes plateformes à ne pas avoir été conçue dans la Silicon Valley. Telegram a été créé en 2013 par le russe Pavel Durov. C'est sa seconde application après Contact qu'il crée en 2006. Une sorte de Facebook russe qui lui vaut un énorme succès. Pavel Durov protège alors les opposants au régime de Poutine par son refus catégorique de partager des données avec les autorités. Conséquence, Contact est racheté par le Kremlin pour reprendre le contrôle sur Internet. Pavel Durov, lui, fuit la Russie et crée Telegram avec son frère. L'objectif, garantir une totale confidentialité des communications et une liberté d'expression quasi sans limite, loin des restrictions de modération des autres plateformes comme Google ou Meta. L'application mêle un service d'échange de messages et un système de groupes de discussion qui peuvent rassembler jusqu'à 200 000 personnes. Des fonctionnalités qui convainquent aujourd'hui près d'1 milliard d'utilisateurs. Parmi eux, des militants, des gouvernements, mais aussi des conspirationnistes et des criminels attirés par des communications chiffrées de bout en bout. D'un côté, l'application sert de refuge à de nombreux activistes et opposants politiques, comme en Iran, à Hong Kong et en Russie. De l'autre, des groupes violents, y compris terroristes, s'y sentent largement en sécurité pour discuter, comme ce fut le cas lors des attentats de Paris en 2015. Telegram est devenue la messagerie la plus utilisée par les Russes et les Ukrainiens depuis la guerre. L'application est aussi devenue un instrument d'influence et de fabrication de l'opinion. Le nombre d'abonnés de certaines chaînes d'information dépasse même l'audience des médias traditionnels. La modération quasi inexistante sur Telegram en fait la cible de nombreux pays, dont la France. Pavel Durov, devenu citoyen français depuis 2021, est notamment accusé de complicité de détention de pédopornographie, de trafic de stupéfiants et de refus de collaborer avec les autorités françaises. La situation du milliardaire de 39 ans, actuellement détenu en garde à vue par la France, est suivie de près par la communauté internationale, mais aussi par l'Union européenne, qui prend pour l'instant ses distances avec l'affaire. Olivier Weber, est-ce que c'est justement cette facilité d'utilisation qui a séduit les soldats russes et les soldats ukrainiens ? Oui, bien sûr. D'une part, il y a le cryptage, ça a été dit évidemment de bout en bout. Et puis deuxièmement, la diffusion dans la masse d'1 milliard d'utilisateurs, un peu moins au début de la guerre en Ukraine en février 2022, mais quand même. Donc ça garantit aussi un anonymat avec des groupes de discussion dont on parlait tout à l'heure qui peuvent être même en deçà des 200 000 utilisateurs qui peuvent être simplement ciblés sur quelques dizaines et même quelques simplement collaborateurs. Et les Ukrainiens, je l'ai vu dans différentes villes, y compris à Kharkiv, s'en servent énormément pour transmettre des informations, pour faire passer des messages aussi. Donc, effectivement, Pavel Durov s'est retrouvé un petit peu des deux côtés de la guerre. En même temps, est-ce qu'il est responsable ? Parce que c'est de ça dont il est question, avec des qualificatifs qui sont très graves. On en a parlé tout à l'heure sur la pédocriminalité, sur la participation à des groupes de crimes organisés. Donc, il y a en bande organisée. Donc, ce sont des qualificatifs très graves, on va dire, dans le droit français, mais aussi dans le droit international. Donc, il faut voir si demain, est-ce qu'il va être mis en examen ou pas au bout des 96 heures qui sont donc le laps de temps nécessaire en fait pour interroger une personne susceptible d'être mise en examen pour tous les faits donc de terrorisme et d'activités liées au terrorisme, ou est-ce qu'il sera libéré ? Il est possible aussi qu'il y ait simplement un avertissement qui soit lancé à ce patron de Telegram, mais en même temps la justice française est indépendante. Elle enquête sur des faits donc de blanchiment particulier, sur tous ces trafics de crimes organisés. On pense, le chiffre vaut ce qu'il vaut, mais c'est un chiffre de l'ancien directeur de la Banque mondiale qui parlait du chiffre d'affaires, donc de l'argent sale, équivalent à 2000 milliards de dollars, dont on sait très bien qu'une bonne partie est blanchie dans les pays occidentaux ou dans les pays du Golfe. Donc c'est de cela dont il s'agit. Encore une fois, est-ce qu'il est responsable ou pas ? Pavel Durov est un surdoué de l'informatique, un surdoué tout court. Il a lancé une machine qui lui échappe aussi quelque part. Il n'est pas inconséquent aussi de penser qu'il n'est pas tout à fait responsable de cette machine qui s'est emballée depuis quelques années. Guillaume Gralet, il n'est pas tout à fait responsable. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Olivier Weber ? Alors, il y a des pays qui parlent de trous noirs, je le disais,
que constitue Telegram, notamment l'utilisation par l'organisation de l'État islamique, de trafiquants de drogue, ou même de sites d'ailleurs de propagande de l'extrême droite. Est-ce que ça, c'est un problème de sécurité aussi, ou est-ce qu'il n'est pas responsable de ce qui se passe? Oui, bah, c'est pas moi de décider s'il est responsable. Ce qui est sûr, c'est que ça pose l'arrestation et tous les avertissements qu'on a vus avant posent le vrai problème, hein, c'est-à-dire de la liberté d'expression, de la liberté tout court et de la nécessaire régulation. Ce qui est Vous dites qu'elle est nécessaire, cette régulation. je pense quand même. Oui, je pense. Après, il y a des analogies qui valent ce qu'elles veulent avec l'ancien monde, j'ai envie de dire. Lorsqu'on dit qu'on pourrait inquiéter le patron de la Poste parce que des courriers délictuels ou qui vont encourager tous les délits qui sont reprochés à Pavel Durov, est-ce qu'il est responsable ou pas? Est-ce qu'il est censé savoir ce qui se passe ou pas? Tout ça, c'est pas encore résolu et c'est assez intéressant. Est-ce qu'on est à la même échelle là? Parce que les réseaux sociaux, bien sûr, l'échelle est quand même très très différente du patron de la Poste, j'imagine. On a une différence fondamentale, c'est que la Mark Zuckerberg aujourd'hui même a fait une communication confirmant les révélations qu'avait provoquées Elon Musk lors de sa prise de pouvoir sur Twitter d'une interférence très lourde dans la campagne qui a vu Joe Biden être élu président de la République, avec une censure d'une lourde affaire de corruption du fils de Joe Biden, qui à l'époque avait été maquillée comme une ingérence russe, mais il n'en était rien, a confirmé également des ingérences de l'État américain sur la censure d'informations concernant le Covid, ainsi que tout un tas d'autres révélations qu'avait déjà fait Elon Musk à l'époque, mais qui avaient été passées sous silence. Et donc très clairement, on a une lutte entre des États qui cherchent à museler la liberté d'expression, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, et des réseaux qui sont plus ou moins coopératifs. Clairement, Facebook et consorts sont parfaitement coopératifs. On a vu la semaine dernière... Il est quand même tout de même passé devant le Congrès. On se souvient effectivement, il y a le bras de fer. Il a cédé. Ne serait-ce que la semaine dernière, il y a une demi-douzaine d'élus d'extrême droite français, ainsi que plusieurs médias et une ribambelle de journalistes qui ont été littéralement exclus d'Instagram. Donc on a très clairement une coopération entre une autorité étatique et des choses qu'il ne veut pas voir sur les réseaux sociaux, qu'ils soient légaux ou pas. Il n'y avait absolument rien d'illégal dans les propos tenus par ces journalistes et ces influenceurs, mais clairement, ça ne plaisait pas à l'État. Elon Musk se refuse à faire ce genre de choses. C'est aussi pour ça qu'il a des relations très tendues avec les États et la presse en général. Et clairement, Telegram est dans ce même registre. Il se refuse à céder à une censure d'État. Et évidemment, il n'a pas les moyens de céder, de modérer une plateforme avec 1 milliard d'utilisateurs. C'est strictement impossible. Mais est-ce que l'Europe a raison justement d'essayer de renforcer la régulation de ces différents... L'Europe, si je peux me permettre, l'Europe est en train de pousser une régulation qui s'appelle le chat control, qui va imposer aux plateformes et aux messageries de pouvoir espionner tous les utilisateurs européens. D'ailleurs, Signal a annoncé qu'il quitterait le territoire européen si cette réglementation était mise en application. Donc l'Europe est très clairement dans cette logique de surveillance généralisée de la population. Surveillance généralisée, je ne sais pas, mais en tout cas, ils essayent de surveiller une partie de la ces totalité réseaux. de la population. La totalité de la population. On parle plutôt des réseaux, non? Oui, non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura besoin, moi je pense quand même qu'il y a besoin d'une régulation, dans la mesure où il y a besoin d'une régulation dans le monde physique, en réalité. Mais tout dépend effectivement comment on s'y prend. Et bien sûr qu'on n'a pas envie d'être surveillé, on n'a pas besoin de la reconnaissance faciale algorithmisée dans le monde physique. Voilà. Mais en tout cas, on peut lutter contre. La reconnaissance faciale, elle a été mise en place en 2015 à l'initiative de Bernard Cazeneuve, de façon parfaitement illégale et légalisée de façon maladroite à l'occasion des Jeux Olympiques en 2024. Ouais. Donc on est dans cette logique-là en France, et certainement pas qu'en France, d'utilisation totalement illégale en dépit d'un état de droit et de légalisation a posteriori de systèmes de surveillance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y va pas y avoir de limite? Il y a tout de même un droit pénal qui a... Non, mais ce qu'il faut, c'est qu'en fait, ça entre dans le débat public, je pense, et qu'on en parle tout simplement, et qu'on décide, que les citoyens décident. Ce sont, effectivement, vous avez raison. On décide de rien. Pour l'instant, oui, mais ça, en tout cas, ça devrait... Ah oui, on devrait être dans un état de droit, là-dessus, on est tout à fait d'accord. C'est sûr, et en fait, c'est effectivement des outils de création, d'approche de la vérité qui sont extrêmement importantes. Pour revenir quelques années en arrière, on a quand même eu Cambridge Analytica, où c'était vraiment une énorme entreprise de manipulation, de vote. Tout à fait. Et les Twitter Files qui sont l'équivalent, mais du côté démocrate. Les élections américaines, depuis 2 présidentielles, sont truquées à travers les réseaux sociaux. Une fois en faveur de Trump, la seconde fois en faveur de Joe Biden. Donc les Américains ont un énorme problème. Il est vraisemblable qu'on ait le même. L'impact géopolitique, on a compris qu'il est important. On va écouter la réaction de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe aujourd'hui.
Les relations entre la Russie et la France sont au plus bas en raison de la position de Paris sur les questions de liberté d'expression, de liberté de diffusion de l'information et, en général, sur les questions de respect de la profession de journaliste. Olivier, c'est le chef de la diplomatie russe qui parle tout de même des problèmes de liberté d'expression en France. On voit bien que c'est ironique, enfin, ce qui se passe. Totalement. Cette affaire, c'est presque du pain béni, non seulement pour Lavrov, pour Medvedev, mais aussi pour, bien sûr, Poutine, qui se targue d'être les défenseurs, les parangons de la liberté d'expression. C'est un comble. On sait très bien ce qui se passe, évidemment, avec les opposants. Navalny, qui a été littéralement liquidé, mort de faim et de mauvais traitements dans sa prison, dans son goulag, etc., etc. Et les journalistes, y compris étrangers, qui ont été emprisonnés, on l'a vu encore dernièrement. Donc, je dirais que c'est l'occasion rêvée, évidemment, pour le Kremlin de dire que de jeter l'opprobre sur les pays occidentaux et de cibler nommément la France. Alors évidemment, c'est un comble. Cette affaire, elle est géopolitique. On peut penser aussi qu'il y aura sûrement un avertissement donné simplement à Pavel Durov, mais rien n'est sûr. On le verra demain par rapport à la décision de la justice française. Mais en tout cas, effectivement, ça prend une importance extraordinaire, avec beaucoup d'impact même sur le côté de l'Ukraine. Mais si on demande, par exemple, un effort, entre guillemets, de collaboration de la part de Telegram, ce qui me paraît pratiquement impossible, donc Pavel Durov pourrait bien s'en sortir par rapport à ses chefs d'inculpation. Mais évidemment, on n'en est pas là. Et il faut rappeler aussi qu'on est dans un flux très important, un double flux. Telegram, c'est quoi? C'est un flux d'informations. Et puis, deuxièmement, c'est un flux financier également, y compris par rapport au blanchiment. C'est ce qui inquiète beaucoup les autorités françaises pour le blanchiment de toutes ces activités liées à la criminalité organisée dont on parlait. Et bien sûr aussi par rapport au djihadisme, puisque le djihadisme s'en sert pour passer par ce qu'on appelle dans le jargon de l'ONU les STA, c'est-à-dire les systèmes de transfert alternatifs, avec, vous savez, ces espèces de microcrédits, mais aussi les systèmes Hawala, donc de banque à distance, et bien sûr les réseaux cryptés de type Telegram. Donc c'est cela qui est en jeu. Évidemment, c'est peut-être pas le bon moment, mais encore une fois, c'est l'occasion rêvée pour la Russie de dire nous sommes les défenseurs de la liberté d'expression, ce qui évidemment est un comble. Est un comble, bien sûr. Et Emmanuel Macron, donc, qui a tweeté d'ailleurs, je le disais au début de cette émission, que cette arrestation n'était pas une décision politique. Guillaume Gralet, est-ce que ça veut dire que ça peut se régler sur le plan judiciaire, finalement, cette affaire? Moi là-dessus, je pense pas. Je pense qu'au moins, ça a le mérite d'être porté sur la place publique, mais il y a différents problèmes, en fait, que posent ces plateformes. On en a parlé tout à l'heure, c'est la fabrique de la vérité, c'est-à-dire que les fake news, etc., tout ça ne va pas être réglé comme ça. Mais ce qui est très intéressant, en réalité, c'est qu'on doit voir à l'avenir, il y a la fabrique de la vérité, mais il y a également la surveillance. Et cette surveillance, en réalité, même si on crée une messagerie totalement sécurisée, il y a des logiciels, on en a vu récemment avec Pegasus, qui permettent de surveiller n'importe qui, et ça ne sera pas réglé non plus. Donc il faut absolument... Oui, Fabrice. Pegasus, c'est pas la même chose. Termine. Non, donc en fait, en réalité, ça va pas être réglé tout simplement parce que on va enfermer, on va incarcérer Pavel Durov. Je pense que c'est un symbole. Par contre, porter ce genre de sujet sur la place publique, décider tous ensemble ce qu'on doit faire, ça, c'est un véritable sujet. Alors, Pegasus, c'est pas la même chose dans le sens où c'est un logiciel israélien qui a été offert comme on offre des bonbons à la quasi-totalité des signataires des accords d'Abraham, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est très répandu dans le monde arabe. Il sert à espionner des opposants politiques pour désactiver toute forme d'opposition politique. Et il a accessoirement servi à espionner Emmanuel Macron, une ribambelle de hauts fonctionnaires français. Donc c'est une autre logique. Mais Telegram. par contre, c'est individuel. Alors que la régulation européenne qui s'annonce, le chat control, permet de surveiller n'importe quel individu au sein de l'Union européenne. Donc là, on parle de centaines de millions de cibles, plutôt que des cibles individuelles déterminées par des renseignements avec. Mais est-ce que Pavel Durov a intérêt à coopérer là avec les autorités? Est-ce qu'il peut le Durov, faire? Contrairement à Elon Musk, n'a pas beaucoup de cartes dans son jeu. Et Elon Musk a l'Ukraine dans les mains. Sans Starlink, il n'y a plus de guerre en Ukraine. Elon Musk a le programme spatial européen. Sans SpaceX, Ariane est incapable d'assurer à un coût raisonnable le programme spatial européen. Et donc, il est fort peu vraisemblable qu'il se fasse arrêter à sa sortie d'avion, alors qu'on peut lui reprocher exactement les mêmes chefs d'inculpation que ce qu'on reproche à Pavel Durov aujourd'hui. Pavel Durov peut essayer, et c'est peut-être ce qui se profile avec l'implication des Émirats arabes unis,
de faire sortir les conversations privées de toute la Macronie depuis 2014-2015, et toute l'organisation de la Macronie s'est faite sur Telegram dans des groupes qui, par définition, ne sont pas chiffrés, parce que tout n'est pas chiffré sur Telegram. Là, effectivement, ça serait une bombe atomique, mais ça me paraît quand même osé pour Pavel Durov de faire ce genre de menace à un chef d'État d'une démocratie occidentale. Par Là, il contre, se transformerait en Snowden ou en côté Julian Assange. Les Émirats pourraient tout à fait faire ça. Les Émirats ont typiquement piraté des documents auprès du ministère des Finances qatari qui montraient l'implication de Nicolas Sarkozy dans le paiement de Nicolas Sarkozy sur la guerre en Libye, ou le paiement de Michel Platini et de Nicolas Sarkozy sur l'obtention de la Coupe du Monde, et l'ont communiqué à Blast, confrère de Blast. Donc les Émirats sont coutumiers de ce genre de manipulation, transfert indélicat de l'information. Je doute que Pavel Durov joue à les Julian Assange. Il n'en a ni le calibre ni l'éthique. Donc, par contre, les Émirats, le fait qu'ils s'impliquent, là, tout d'un coup, tout devient possible. Ça va être un feuilleton qui va se dérouler dans les jours qui viennent et qui risque d'être absolument passionnant. Olivier, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un accord entre Pavel Durov et les autorités françaises, vu la tournure donc, de toute cette affaire ? C'est pas exclu, parce que Pavel Durov joue gros, évidemment, on l'a vu par rapport à la qualification de tous les faits avérés, enfin qui sont en partie avérés, hein, évidemment, de trafic d'argent sale, de participation à des réseaux de narcotrafic en particulier, trafic d'armes aussi, et surtout pour la partie financière. Donc il y a quand même... comment dirais-je, une possibilité de collaboration. Bon, après, évidemment, c'est à lui d'en répondre, mais la difficulté, c'est que Telegram est un instrument totalement, comment dirais-je, déterritorialisé. Évidemment, ce n'est pas basé à San Francisco, dans la Silicon Valley, même si, évidemment, il y a, comment dirais-je, un siège social dans les pays du Golfe, et à Dubaï en particulier, mais c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Et donc, il y a presque un côté international. Et puis, deuxièmement, c'est aussi un agrégat très important dans la macroéconomie mondiale, c'est la vitesse d'échange. Il y a une vitesse maintenant des flux économiques qui est extraordinaire. Il est très difficile, évidemment, de pouvoir localiser des trafics d'argent sale, des sources de blanchiment, des arrivées du blanchiment, etc. Et puis, deuxièmement, la masse. Donc, vous corrélez la vitesse et la masse, c'est-à-dire 1 milliard d'utilisateurs. C'est pratiquement impossible d'avoir recours à des instruments de modération, à des personnes qui seraient des modérateurs, etc. Donc, Pavel Durov le sait. Les enquêteurs français de cette juridiction de Paris, chargée de la lutte contre la criminalité organisée, le savent également. Donc, ça paraît compliqué, mais en même temps, il peut y avoir une sorte d'avertissement, de mise en garde qui est mise en avant donc, par les autorités françaises pour dire, voilà, on a besoin de réguler. Il y a une nécessité de pseudo-transparence ou d'un début de transparence et donc de collaboration. Il n'est pas exclu qu'il y ait une sorte de deal d'ici demain ou un peu plus tard. Ça serait un moyen de faire pression sur Pavel Durov, vous pensez? Ça pourrait se terminer comme ça. D'ailleurs, Oui, juste en fait, un mot, est-ce que vous pouvez commenter, Guillaume, Ouais. ces images qu'on voit en boucle, où on le voit justement comme Vladimir Poutine, torse nu, archi Non, ouais, musclé. je pense qu'il y a deux Pavel choses. Durov. Il y a deux choses qui le rendent malheureux aujourd'hui. C'est qu'il adore voyager. On a parlé tout à l'heure de l'Azerbaïdjan. Il est allé également au Kyrgyzstan, au Kazakhstan. Très récemment, il n'arrête pas à Helsinki. C'est sa vie. C'est un film d'aventure. Et puis, effectivement, il y a l'image qu'il donne de lui. Là, il a expliqué il n'y a pas longtemps, alors, en dehors de ses conquêtes, hein, parce que je crois qu'il est assez séducteur, eh bien, il était content d'être à l'origine de la naissance d'une centaine de bébés naturel qu'il allait rendre en open source sans sperme pour que tout le monde puisse en bénéficier, se reconnaître, etc. Donc il y a ce côté un peu messianique qu'on trouve un peu chez Elon Musk qui veut repeupler aussi la planète. Donc je pense qu'en jouant sur son ego, c'est vraiment ça qui le rend malheureux et qui pourra peut-être créer un déclic. Et sur cet accord donc éventuel, c'est-à-dire, est-ce que c'est une façon pour les autorités de faire pression sur lui? Bien sûr, bien sûr. Après, moi je pense que c'est peut-être un peu maladroit, c'est-à-dire qu'on risque aussi d'en faire un symbole, une victime, un peu comme l'a été Julian Assange, même si ça a pris beaucoup de temps, et que la France, même si elle essaye de distinguer, d'expliquer ce que c'est que la plainte contre X, ce qui n'est pas forcément facile à traduire en anglais, d'expliquer qu'on distingue le pouvoir judiciaire du pouvoir politique, eh bien je ne suis pas sûr qu'elle en sorte extrêmement grandie en ce moment au niveau de l'image. Fabrice Epelmoy, est-ce qu'il a intérêt à passer un deal? Est-ce qu'il y a une pression qui est exercée sur la lui? fabrique de la vérité, qui naguère fut l'apanage des médias, qui est morte durant le Covid. Le dernier clou dans le cercueil a été enfoncé aujourd'hui même par Mark Zuckerberg, qui a admis qu'effectivement l'État exerçait des pressions pour censurer des informations non pas illégales, non pas complotistes, mais qu'il ne voulait pas voir sur les réseaux sociaux, ainsi que censurer des opposants politiques. Donc les masques sont tombés.
la fabrique de la vérité n'appartient plus aux médias, elle appartient à quelque chose de flou qui oscille entre les médias, les réseaux sociaux. Elon Musk est arrivé avec les community notes qui sont un réel progrès et qui permettent effectivement de débunker des informations. On va s'acheminer vers quelque chose. Évidemment, les deepfakes, l'intelligence artificielle, tout ça complexifie terriblement les choses. Mais une chose est certaine, on a aujourd'hui, à travers les révélations d'Elon Musk sur les Twitter Files et celles tout à fait récentes de Mark Zuckerberg, on a clairement un soulèvement de la Silicon Valley et parallèlement, potentiellement, de Telegram sur le fait de démasquer les États comme étant des grands censeurs qui veulent masquer la vérité. On voit bien qu'on est dans un rapport de force. On là, est clairement dans un rapport de force. C'est pour ça que Elon Musk s'est mêlé de la partie. C'est certainement pour ça que Mark Zuckerberg, aujourd'hui même, est sorti du bois. Et on est dans un rapport de force entre les technologies et les médias, avec un assujettissement des médias, d'une grande partie des médias, aux différents gouvernements qui les chapeautent, et une volonté d'indépendance à travers leurs utilisateurs, des réseaux sociaux. Twitter était jusqu'ici le héros d'une liberté d'expression qui est clairement une importation américaine, hein, c'est pas du tout un concept. Mais là, vous français. mettez vraiment les choses dans les différentes catégories, un rapport de force, les médias qui sont forcément à la botte du pouvoir, c'est ce que vous dites. Mark Zuckerberg en a témoigné, Elon Musk a ouvert les archives de Twitter qui en témoignent, donc ça paraît compliqué pour les médias aujourd'hui de se porter en héros de la vérité. Récemment, le Lancet a... Mais eux sont-ils des héros de la vérité? Personne. Personne. D'accord. Aujourd'hui, justement, Parce que c'est ce qu'ils affichent tout de même, d'être les héros de la liberté d'expression. Non. Pour l'instant, ce qu'ils affichent, c'est vouloir apporter la liberté d'expression à l'homme de la rue et vouloir éviter que les États censurent l'homme de la rue. C'est tout. Ils ne se prêtent pas comme les héros de la vérité, ils se prêtent comme les héros de la liberté d'expression, ce qui est tout à fait autre chose. Avec le monde contre eux. Enfin, en tout cas... Non, avec les gouvernements. Les gouvernements et les médias. Olivier Weber, un dernier mot justement. Si justement ce réseau social disparaissait, Telegram, est-ce que ça changerait le cours de la guerre en Ukraine ? Non, parce qu'il y a d'autres possibilités de communication et je ne pense pas que Telegram puisse disparaître. Et donc, c'est tout le paradoxe de cette affaire, parce qu'évidemment, Telegram, pour le seul conflit ukraino-russe, sert des deux côtés. Et puis, deuxièmement, sur l'espace russe, les dissidents, les opposants, on parlait tout à l'heure de Volkov, donc l'avocat proche de Navalny, qui disait que c'était une arrestation inappropriée, parce qu'évidemment, ça sert aussi à l'opposition de Poutine, même si elle n'est pas très, très nombreuse. En tout cas, elle s'organise aussi et d'abord dans l'anonymat avec le cryptage de la messagerie et Telegram et puis d'autres chaînes ou d'autres réseaux sociaux. Donc je ne pense pas que ça disparaisse, mais admettons évidemment qu'il y ait une disparition, faisons la politique fiction, ça ne changerait pas beaucoup le cours des choses, il y a d'autres moyens de communication, ça gênerait considérablement bien sûr les militaires des deux côtés du front, parce qu'il faudra se réorganiser assez rapidement, mais en tout cas, encore une fois, il y a d'autres moyens de communication et ce n'est qu'un vecteur parmi d'autres dans cette guerre qui risque d'être très longue et dont fait partie, bien sûr, toute l'informatique, tout le problème de la communication de high-tech, parce qu'évidemment, c'est un élément parmi d'autres dans la stratégie de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que l'existence de Telegram est menacée, finalement, ou pas, Guillaume Gralet, avec cette affaire ? Je pense que Telegram en a vu d'autres, donc existera. Par contre, ça peut donner un coup de boost à d'autres plateformes intéressantes. On connaît bien la messagerie née aux États-Unis qui s'appelle Signal, qui est très intéressante. Je parlais avec... Qui a bien sûr des choses à améliorer, mais qui est intéressant. Non, mais qui quittera vraisemblablement l'Europe après le chat control. Ouais. Ah oui, et puis il y a aussi Proton qui est intéressant, même s'il y a des limites, et donc Proton Mail, etc. Donc, et qui va vers le mobile. Donc il y aura d'autres outils en réalité qui permettront aux dissidents de s'affranchir. Je suis un tout petit peu plus inquiet en réalité pour tout ce qui est manipulation, mais en même temps, il faut faire confiance aux hommes, et c'est pas en mettant sous cloche ce genre d'outils bien qu'on va trouver une solution. Est-ce qu'il faut tout de même que les modérateurs, c'est comme ça qu'on les appelle, soient peut-être plus importants dans ces différents réseaux sociaux, y compris sur Telegram Ça n'est pas possible, soyons clairs. Ça n'est pas possible. Les Chinois ont 800 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux, et pour modérer ce genre de choses, sachant que la menace d'une sanction en Chine... Eux, ils utilisent la censure, c'est encore autre chose. Nous aussi, ça a été révélé. Vraiment, il faut faire attention à ces révélations. À la mesure de la Chine, quand même. Pas à la mesure de la Chine, mais toujours est-il qu'en Chine, ils ont 2 millions de modérateurs pour s'occuper de 800 millions d'utilisateurs. Si vous faites une petite règle 3, ça voudrait dire une masse salariale d'1 million de salariés pour Facebook, rien que sur la zone Europe. Ça n'est pas possible, ça n'est pas compatible avec leur modèle économique. Donc il y a un moment, on est dans une espèce d'injonction paradoxale
amené par le DSA, qui reviendrait quelque part à dire on oublie la médecine de ville, plus de médecins de ville, on va tout confier à Doctolib, charge à eux de faire de la télémédecine, et ceci à leurs frais. Évidemment, déjà que Doctolib ne fait pas de bénéfices, ça serait ridicule. On est dans ce même ordre de ridicule. Guillaume Gralet. Oui, c'est sûr que c'est difficile à défendre. Et puis, en fait, c'est tout le paradoxe de la modération sur des médias qui sont instantanés. Donc, la modération, elle intervient forcément après coup. Peut-être sur Pavel Durov, son côté un peu mystérieux, qui est charmant, que je trouve assez fascinant. C'est-à-dire qu'il gagnerait en réalité peut-être à s'exprimer davantage, à répondre à des questions, ou en tout cas avoir des personnes chez Telegram qui le font. Parce qu'en fait, plus vous êtes mystérieux... Il faudrait le mettre à la place de Mark Zuckerberg face au Congrès américain. Il n'est pas bon, Mark Zuckerberg. Non, mais parce que sur une messagerie comme ça, qui est déjà un petit peu mystérieuse, en fait, son comportement, c'est vraiment la source de tous les fantasmes, et je pense pas qu'il soit aussi machiavélique qu'on veut le croire. Merci beaucoup Fabrice Epelboin d'avoir été avec nous, Guillaume Gralet. Merci Olivier Weber d'avoir participé à cette émission que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. À demain.